Voilà, vous venez d'entendre Joe Biden à l'université de Vilnius en Lituanie. C'est une sorte de discours de clôture de l'OTAN, mais il ne se passe pas exactement là où s'est passé le sommet de l'OTAN, mais à l'université de Vilnius, devant des jeunes, devant des Lituaniens. Et le chef de l'État américain a d'ailleurs beaucoup parlé de la Lituanie, de son histoire. Elle s'est libérée du joug d'abord soviétique et aujourd'hui, donc, c'est une sorte d'ode à la liberté et aussi à l'unité de l'OTAN qu'a fait à l'instant Joe Biden. On va justement en parler avec mes invités. Renaud Girard est avec nous, grand reporter. Bonsoir, au Figaro, également chroniqueur international. Votre chronique, c'est tous les mardis dans le Figaro. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Merci. En face de vous, Dominique Trinquant, bonsoir, Bonsoir. ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU. Bienvenue. Nous avons Merci. avec nous par Skype de Washington Christian Hanley. Bonsoir Christian. Vous êtes consultant politique auprès des démocrates, fondateur de Défiance Stratégie. Vous avez pris un peu ce discours en route, mais c'est peut-être intéressant, Renaud Girard, de revenir tout de même sur ce qu'il a dit. Joe Biden, d'abord, il était très engagé et plutôt fair-play, on peut dire, pendant ce discours, très convaincu. Il a d'abord parlé de l'histoire, le pouvoir de la liberté, de ce mur de Berlin et de cette Lituanie qui symbolisait véritablement cette résistance contre les soviétiques, puisqu'elle est entrée ensuite en 2004 dans l'OTAN. Oui, alors là, il est dans une position très confortable. On peut dire que il est venu en Lituanie, en fait, récolter les fruits de ses investissements en politique étrangère depuis longtemps, puisque c'est un homme qui, comme vice-président, s'était déjà beaucoup engagé pour la défense de l'Ukraine et qui était allé, je crois, 5 ou 6 fois à Kiev comme vice-président d'Obama. Et c'est aussi un grand succès des États-Unis. Donc, pourquoi c'est un succès? Parce que l'OTAN, gouvernée par les Américains, parce que l'OTAN, c'est une organisation qui est complètement aux mains des Américains, l'OTAN a armé et a en fait renforcé, éduqué l'armée ukrainienne. Et c'est l'OTAN qui a permis en fait à l'armée ukrainienne de résister à l'attaque russe. Donc c'est une histoire formidable pour les Américains. Ils avaient eu auparavant, quelques mois avant, le désastre afghan, et là ils ont une victoire formidable puisqu'ils ont une armée qui a résisté à ce qu'on pensait être la deuxième armée du monde. Et cette armée a été conseillée, renseignée, armée par les Américains. Et donc, il vient récolter les fruits. Il se présente comme le défenseur de la liberté dans le monde. Et il va être très bien reçu en Lituanie, puisque effectivement, comme vous l'avez dit, la Lituanie a eu ce traumatisme d'avoir été indépendante de l'Empire russe entre les deux guerres mondiales et d'avoir été récupérée par la force, par Staline, après, donc par l'Union soviétique, après la Deuxième Guerre mondiale, annexion d'ailleurs que la France n'avait jamais reconnue, l'annexion des 3 pays baltes par la Russie de Staline. Et que les États-Unis n'ont jamais reconnu non plus. Et que les États-Unis n'ont jamais reconnu. Et donc, effectivement, en Lituanie, c'est un pays qui a été un peu traumatisé par ce coup de force de 1945 et qui, effectivement, pour les Polonais aussi d'ailleurs, et pour les Ukrainiens évidemment, les Russes, c'est l'ennemi et le grand protecteur, c'est l'Américain. Donc là, il est vraiment en terrain conquis. Il est en terrain conquis. Vous êtes d'accord, Dominique Trinquant? C'est un peu un succès, finalement, toute cette séquence OTAN avec ce final discours à l'université de Vilnius pour Joe Biden. Alors, juste un petit point, les Lituaniens ont été un peu traumatisés, moi je dirais beaucoup traumatisés. C'est pas seulement une annexion, beaucoup de Lituaniens ont été déportés. Moi-même, ma traductrice russe qui est lituanienne me racontait l'histoire de sa grand-mère, de sa mère, etc., qui ont été déportés. Donc, ce à quel mouvement... moment après 45. Donc ce mouvement des étudiants lituaniens, ça veut dire quelque chose pour eux, cette liberté, ça veut dire quelque chose. Les pays baltes ont une, qu'on connaît mal, hein, mais Estonie, Lettonie, Lituanie ont des identités très différentes et sont très indépendants. Le deuxième point, c'est que effectivement, le président Biden, à 2 titres, peut être content de ce qui se passe. D'abord parce que les États-Unis, avec la Grande-Bretagne et le Canada, il faut le souligner, ont, depuis 2014, beaucoup aidé l'armée ukrainienne, à la former en particulier. Et puis le deuxième point, c'est que je rappelle que l'OTAN était en mort cérébrale. La fin de Kaboul, ça a été une catastrophe. Et après cela,
grâce à M. Poutine, il faut le rappeler quand même, il faut lui donner ce viatique. Grâce à M. Poutine, il a ressuscité l'OTAN. Et là, le président Biden se retrouve en leader incontesté de l'OTAN, de 31 pays, qui va bientôt passer à 32, c'est-à-dire en plus avec une alliance qui s'est accrue. Alors justement, on va aller à Washington. Christian Hanley, vous êtes d'accord avec ce que viennent de dire Renaud Girard et Dominique Trinquant sur ce succès finalement de Joe Biden en conclusion de ces 2 jours à Vilnius avec ce discours à l'université? Il a parlé d'ailleurs de Vladimir Poutine en disant Vladimir Poutine pensait que les démocraties étaient faibles. Eh bien là, il a repris son discours de force, la force des démocraties avec l'OTAN justement. C'est un succès? Oui, absolument, et c'est seulement grâce à Vladimir Poutine qu'il y a un OTAN aussi fort aujourd'hui. C'est parce que avec l'agression de la Russie en Ukraine, c'est seulement à cause de cela qu'on a le Finlande et la Suède qui sont prêts à entrer dans l'OTAN. Et comme on vient de voir, le président Biden était complètement à l'aise là en Lituanie. Il était le leader non seulement des États-Unis, mais de l'OTAN aussi. Et c'est vrai qu'en Afghanistan, c'était un échec, et du point de vue politique aussi, un échec pour l'Amérique, pour l'administration de Biden. Donc ici, aujourd'hui, on voit un leader qui après 2 jours en Europe de l'Est, et montre l'unité et la force en même temps des démocraties de l'Occident. Alors on va rentrer un peu dans les détails, hein, Renaud Girard, parce que unité, certes, hein, on l'a vu un peu pendant ces 2 jours, mais une déception tout de même de Volodymyr Zelensky, qui lui souhaitait faire rentrer son pays beaucoup plus rapidement dans l'OTAN. Il n'y a pas eu vraiment de calendrier, mais en revanche un engagement militaire de long terme, hein, puisque les États-Unis s'engagent à une aide militaire à l'Ukraine pendant 10 ans. Ça, c'est un peu la conclusion de cette conférence de presse qu'ils ont pu donner tous les deux. En tout cas, on va les écouter. Le résultat de ce sommet de l'OTAN à Vilnius est un succès important pour l'Ukraine. Et je suis reconnaissant envers les dirigeants des pays de l'OTAN pour leur soutien très concret. Nous avons eu des garanties sécuritaires pour que l'Ukraine adhère à l'OTAN. La délégation ukrainienne ramène une victoire importante pour la sécurité de l'Ukraine, des Ukrainiens et de nos enfants. Cela nous ouvre de nouvelles perspectives en termes de sécurité. Tous les alliés sont d'accord pour dire que l'avenir de l'Ukraine est dans l'OTAN. Mais nous n'attendons pas l'aboutissement de ce processus pour nous engager sur la durée au profit de la sécurité ukrainienne. Nous allons aider l'Ukraine à bâtir une défense solide sur terre, dans les airs et en mer pour renforcer la stabilité dans la région et repousser toute autre menace. Renaud, est-ce qu'on peut dire que ça a été clarifié politiquement, Je justement, pense cette que c'est situation de clarifié, l'Ukraine à l'égard de l'OTAN? Oui, je pense que c'est un soutien. Donc, pour des raisons internes, si vous voulez, de la charte de l'OTAN, évidemment, un pays en guerre ne peut pas entrer tout de suite dans l'OTAN. Même, c'est difficile de donner un agenda. Il voulait un calendrier après la guerre. Puisqu'on ne sait pas, voilà. Alors après, il y a des processus de démocratisation. Il ne faudrait pas que les oligarques reviennent au pouvoir en Ukraine, parce qu'il faut de la démocratie aussi pour entrer dans l'OTAN. Donc effectivement, ça explique la prudence sur l'intégration à l'OTAN. Mais il a quand même des garanties de sécurité extrêmement importantes. C'est-à-dire que les Américains, vous savez, ils dépensent 40 milliards de dollars par an pour l'Ukraine, rien qu'en armement. Il y a aussi des dépenses en financement de l'économie ukrainienne. Donc c'est un soutien absolument énorme. Donc ce qui est certain, ce qu'il a obtenu là, c'est que les Européens et les Américains ne vont pas laisser tomber l'Ukraine. C'est-à-dire qu'en fait, au pire pour les Ukrainiens, ça va se terminer par un match nul. Mais il n'y aura pas de défaite ukrainienne. C'est-à-dire que jamais Kiev et Kharkov et Odessa ne tomberont. Parce que là, les Alliés vont faire de l'Ukraine un bastion inexpugnable. Oui. Et donc, il a raison, Zelensky, de dire que c'est un succès pour les Ukrainiens. Les choses sont assez claires. En fait, sans entrer dans l'OTAN,
l'Ukraine va devenir le pays le plus otanisé de l'OTAN, si vous voulez, avec le plus de conseillers d'ailleurs américains, plus ou moins discrets d'ailleurs, anglais, français, etc., et d'armes surtout, avec des formations dans tous les pays de l'OTAN. Donc ça va devenir une sorte de bastion inexpugnable armé par l'OTAN. Vous êtes d'accord, Général Trinquant, parce que sur le terrain, on ne sait pas très bien pour l'instant où on en est. En tout cas, on n'est pas du tout dans une victoire de l'Ukraine pour l'instant sur D'accord, le terrain. quelques clarifications. Il faut bien différencier l'OTAN, qui est une alliance défensive, qui est faite pour défendre les 31 pays appartenant à l'État aujourd'hui. 32 bientôt peut-être bientôt. avec la Suède. Voilà. De l'action des pays. Processus de Ramstein, 51 pays, donc 20 pays de plus, qui arment et équipent l'Ukraine. Il faut bien distinguer les deux. D'abord parce que c'est la réalité, et ensuite parce que sinon, on donne du langage à M. Poutine, qui vous dit « mais c'est l'OTAN qui combat la Russie ». Or, ça n'est pas l'OTAN qui combat la Russie. Là, les pays du processus de Ramstein, 51 pays, soutiennent, équipent, payent. Et on ne parle pas de l'Union européenne, c'est l'Union européenne qui paye. Je rappelle que l'OTAN ne paye pas. C'est l'Union européenne qui paye pour équiper les Ukrainiens. Le deuxième point... En revanche, il y a une aide militaire de Washington directe, c'est ça que Oui, vous voulez dire? exactement. Américaine, française, anglaise, mais pas l'OTAN. Ça, c'est le premier point. L'OTAN est une organisation, quoi. Et c'est une organisation défensive pour défendre les 31 pays. L'Ukraine n'en fait pas partie. Avec cet Le deuxième article 5. point, la chronologie. C'est assez intéressant, parce que ça veut dire quoi? Admettons que le conflit soit gelé. Eh bien, l'Ukraine ne rentrera pas dans l'OTAN. Parce qu'un conflit gelé, c'est un conflit. C'est la guerre. Donc le problème, c'est rentrer dans l'OTAN lorsque l'Ukraine aura atteint ses objectifs. Ces objectifs, quels sont-ils? Ils sont de récupérer les frontières internationalement reconnues. Et donc c'est pour ça qu'on ne peut pas avoir de calendrier. Parce que quand est-ce que l'Ukraine aura rempli ce critère majeur pour eux, puisqu'ils l'annoncent tout le temps, qui est les frontières internationalement reconnues, on ne sait pas. Donc ça veut dire que on va aider l'Ukraine, toujours, avec des finances, avec de l'armement, pour pouvoir gagner cette guerre. Et lorsque cette guerre sera gagnée, à ce moment-là, elle pourra rejoindre le processus pour rentrer dans l'OTAN. Christian Hanley, il y a une élection quand même importante aux États-Unis, une élection présidentielle dans un an. On sait que Biden est candidat. Pour réagir à ce que vient de dire justement Dominique Trinquant, pour qu'il y ait cette victoire, est-ce que d'abord il y aura suffisamment de temps? Est-ce que les Américains, enfin en tout cas un certain nombre d'entre eux au Congrès, ne souhaitent pas qu'il y ait des négociations avec la Russie, justement parce qu'il y a une année électorale? Oui, ça va être un grand problème, je crois, dans l'année à venir, parce qu'on a un Congrès qui est horriblement divisé. On a un... On vous a perdu, Ouais. Christian. C'est pas bon. Pardon aux téléspectateurs. On va évidemment, vous allez revenir parmi nous. Mais c'est intéressant ce que disaient Christian Hanley et Renaud Girard. Peut-être vous pouvez rebondir sur le Congrès très divisé aux États-Unis. Donc Oui, c'est le pour ça qu'on Congrès. parle d'affaires intérieures. Joe Biden, il était ici pour l'OTAN, mais il pense aussi à son opinion. Alors, le Congrès est très Et à son divisé Congrès. parce qu'il y a une partie la partie gauche du Parti démocrate qui est contre la guerre, qui considère que en fait il y a une sorte c'est la continuation de l'impérialisme américain et qui est donc contre la guerre, ou en tout cas très prudente sur la guerre. Et puis, vous avez aussi des républicains. Pas tous les républicains, parce que vous avez beaucoup de républicains qui, par tradition, se méfient de la Russie, se méfient de Moscou, etc. Mais vous avez une partie des Trumpistes, c'est-à-dire vraiment les républicains qui suivent Trump, qui sont méfiants, puisque Trump a dit lui-même « Ah, si j'avais été au pouvoir, il n'y aurait pas eu de guerre, d'abord, premièrement. Et quand je reviendrai au pouvoir, je réglerai la chose en 24 heures. » Alors, on ne sait pas comment il ferait pour régler la chose en avec 24 heures. Poutine en 24 heures. Mais évidemment, on imagine que ce ne serait pas forcément au bénéfice de l'Ukraine. On va y Voilà revenir. la division dont parlait votre... Christian Hanley, vous nous avez retrouvé, me semble-t-il, donc au Congrès. Évidemment, le Congrès divisé et peut-être justement un certain nombre d'élus qui veulent que les États-Unis demandent à l'Ukraine de négocier. Oui, c'est exactement cela. Et en plus, on a des membres du Congrès, des républicains élus, non seulement des électeurs républicains, mais des républicains élus qui suivent et qui croient vraiment dans la propagande russe. Et comme Donald Trump, comme les Trumpistes, qui croient que Vladimir Poutine serait peut-être un allié même, ou au moins un ami à une administration trumpiste. Et donc,
Oui, on voit maintenant une année qui vient, une année d'élection ici aux États-Unis où il faudra pour président Biden qu'il qu'il gagne dans la prochaine élection parce que sinon, on aura un président qui est, comme on vient de voir il y a 4-5 ans en Finlande, à Helsinki, un président qui est prêt à suivre Vladimir Poutine en tant que leader mondial. Donc ça risque évidemment de changer la donne, Dominique Trinquant. Il y a cette incertitude sur ces élections américaines. Donald Trump, évidemment, n'a pas du tout la même position que Joe Biden. Là, Joe Biden a insisté sur cette renaissance de l'OTAN. Il a un rapport avec ses alliés qui est absolument pas le même que Donald Trump. Donc tout pourrait changer si effectivement il n'était pas réélu, par exemple. Oui, alors l'élection américaine est importante. Maintenant, les fenêtres d'opportunité pour le président Zelensky, il y en a deux. Il y a cet été, il doit réussir cet été quelque chose. Parce que avant l'automne est toujours très difficile pour les blindés, en particulier en Ukraine. Donc, réussira-t-il pendant l'été? La deuxième fenêtre d'opportunité, c'est l'hiver. Si l'hiver est froid, parce que c'est pas sûr que l'hiver soit froid avec le changement climatique actuel. Mais ce sont les deux fenêtres d'opportunité qu'il a avant les élections américaines. Parce qu'effectivement, après, ça sera la pleine campagne américaine. Mais n'oublions pas que, bien sûr, l'OTAN est pilotée par les États-Unis, mais je reviens à l'Union européenne et je reviens aux Européens. Eux, les Européens, ils ont 27 opportunités politiques. Il y a des élections tout le temps en Europe, globalement, et pour l'instant, ça ne change pas le soutien à l'Ukraine. Donc, ça veut dire que si les Américains commençaient à faiblir, les Européens, eux, ne peuvent pas. Ils se sont trop engagés. Et eux soutiendront toujours. Et je rappelle qu'on parle là, non pas de la force armée américaine, on parle des stocks, de l'armement et de l'équipement. Et donc tout cet équipement, bien sûr, doit arriver en Ukraine pour qu'ils puissent remporter les victoires. Mais il y a bien un problème de ce côté-là, Général Trinquant. Ce n'est pas la raison pour laquelle les États-Unis vont envoyer des armes à sous-munitions, parce que justement, il n'y a pas suffisamment de munitions, ni du côté américain, ni du côté européen. Le problème, c'est qu'on est en train de réarmer après les fameux dividendes de la paix où on a tout démonté pendant 25 ans. Un exemple, les 155, les obus de 155, et vous parliez des obus à sous-munitions américains, ce sont des obus de 155 qui sont là. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus assez d'obus à 155 après. Mais maintenant, nos usines tournent 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pour en produire. Il faut le temps que ceci produise des effets, que ce soit avec, malgré... je rappelle qu'en Bulgarie, il y a eu une destruction d'une usine fabriquant de l'armement, justement, probablement par les services russes. Donc, il y a cette course à l'échalote pour arriver à fournir suffisamment d'équipements et de munitions et d'une économie de guerre, entre guillemets, européenne, qui doit grimper une pente qui est difficile parce qu'on vient de très bas. Christian Hanel, est-ce qu'il y a eu un débat aux États-Unis justement sur cette livraison des armes à sous-munitions? On a vu que Joe Biden a démarré son voyage en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni. Les Anglais, les Britanniques étaient opposés à cette utilisation des armes puisqu'ils ont signé la Convention d'Oslo comme un certain nombre d'autres pays. Mais aux États-Unis, c'est passé. Oui, il y a toujours un débat dans ce pays et malheureusement, c'est un débat, je dirais, partisan. On a les démocrates qui savent que fournir les armements, c'est une sorte d'investissement dans l'Ukraine pour préserver la paix en Europe et pour arrêter l'avancement des forces russes. Mais en même temps, on a les républicains qui disent toujours que c'est une sorte de gaspillage d'argent, si vous voulez, et que l'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN et donc c'est même pas, ça ne vaut pas le coup. Et donc ça, c'est un débat qui continue et malheureusement, je crois que ça sera un débat principal pendant les élections de 2024. Pendant la campagne. Emmanuel Macron a pris également la parole à la fin de ce sommet. On va écouter le président français qui a affirmé que la Russie était fragile politiquement et militairement. On va l'écouter. Le temps joue désormais en faveur de l'Ukraine. D'abord parce que la Russie a montré ses premiers signes de division, mais surtout parce qu'au-delà des efforts déjà faits et que nous renforçons, nous offrons aujourd'hui un signe clair de pérennité de notre soutien à l'Ukraine. Et je pense que c'est un point extrêmement important. La Russie est fragile, militairement et politiquement, plus que d'aucuns ne le disaient, et notre soutien à l'Ukraine est durable, plus que d'aucuns ne le pensaient. Renaud Girard, il est optimiste quand il dit ça, Emmanuel Macron, parce qu'à la fin de son discours, Joe Biden disait « Je n'ai jamais été plus optimiste ». Optimiste de dire ça?
Oui, je crois qu'il y a un engagement maintenant assez clair de la France à côté de l'allié américain en faveur de l'Ukraine, puisqu'en fait, les négociations qu'appelait, à raison d'ailleurs de ses voeux, la France, juste après le début de la guerre, ont échoué, les négociations d'Istanbul. Et donc là, il y a très clairement un engagement auprès de l'Ukraine et avec les autres alliés. Ça, la France a choisi son camp, là, c'est tout à fait certain. Je voudrais simplement revenir sur les armes à sous-munitions. Il faut expliquer un peu, puisqu'on en a parlé à vos auditeurs, ce que c'est. Ce sont des armes qui se subdivisent en des tas de petites bombes différentes, dont 30% n'explosent pas, et qui sont ensuite extrêmement fâcheuses pour les populations civiles qui ont à vivre après. On a vu ça en Serbie et au Kosovo, qui ont été... donc on a beaucoup bombardé dans cette guerre que nous avons faite en 1999 pour venir en aide aux sécessionnistes albanophones en Serbie. Donc ces armes restent, et des enfants jouent avec, et il y a une organisation française qui s'appelle Handicap International qui lutte contre ces armes. Il y a 123 pays, c'est pas rien, si vous voulez, donc tous les pays civilisés de l'Union européenne qui ont signé, qui ont banni l'utilisation des armes à sous-munitions. Par exemple, la France n'a pas d'armes à sous-munitions dans ses stocks. Alors les États-Unis n'ont pas signé, bien sûr. Et là, les États-Unis n'ont pas signé, la Russie non plus, l'Ukraine non plus. Mais si vous voulez, ça dérange quand même un tout petit peu ces pays comme les Anglais, comme les Hollandais, comme les Français, comme les Allemands qui ont banni ces armes, de voir que leur grand allié, leur grand protecteur, leur grand suzerain, parce qu'il faut appeler les choses par leur nom, hein, l'Amérique c'est le suzerain et les Européens ce sont les vassaux, eh bien ça les gêne un tout petit peu que l'Amérique, et c'est d'ailleurs ce qu'a dit le Premier ministre anglais à Joe Biden quand il est arrivé, que l'Amérique utilise ses armes à sous-munitions, mais l'Amérique en suzerain assez fort est passé outre et les Européens ne protestent plus. Dominique Trinquant, là-dessus justement, après on va revenir sur Emmanuel Macron. Est-ce qu'effectivement on est dans un rapport suzerain-vassaux dans cette OTAN et dans cette assistance militaire à l'Ukraine? Dans l'OTAN, on ne parle pas de l'Union européenne, on ne parle pas de l'indépendance des pays de l'Union européenne. Dans l'OTAN, évidemment, la puissance américaine est considérable. Le budget américain, c'est 800 milliards de dollars. Tous les pays européens confondus, c'est 350. Donc, si vous voulez, il y a une disproportion qui est énorme. Donc, je répète, dans l'OTAN. Je rappelle aussi que... Mais les Européens auraient pu effectivement s'opposer peut-être un peu plus Mais haut non, mais et attendez, fort. alors on revient maintenant aux sous-munitions. Moi, ça m'amuse beaucoup qu'aujourd'hui on crie sur les armes de sous-munitions qui sont interdites, et on a raison de rappeler que c'est interdit. Bon, les Russes les utilisent dès le début de la guerre. Alors tout le monde pousse des cris d'orfraie parce qu'aujourd'hui les Américains vont les donner. J'aurais aimé entendre ces mêmes cris quand la Russie les a utilisés. Premier point. Deuxième point, les Ukrainiens qui sont bien conscients ont signé un document sur l'emploi de ces armes, et les Américains l'ont donné en fonction de la signature de cet emploi. Et il y a deux termes qui m'intéressent beaucoup. Le premier, c'est usage prioritaire sur les zones minées et pas dans les zones urbaines, où il y a des populations. Deuxième point, dresser la cartographie de l'utilisation de ces munitions de façon à pouvoir effectuer un déminage. Donc c'est vrai, les munitions, lorsqu'elles n'explosent pas, sont dangereuses, lorsque vous savez où elles sont. Et si c'est dans une zone qui est déjà minée, vous allez faire du déminage. Voilà. Donc, évidemment, nous avons signé cette convention. Donc, c'est quoi? Nécessité faisait loi, ou c'est le suzerain et ses vassaux? Mais totalement, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus assez d'obus de 155 pour approvisionner l'armée ukrainienne, qui a un problème majeur avec les zones minées. Et donc, c'est sur les zones minées qu'il va falloir les utiliser. Un mot avant de faire réagir Christian Hanley, justement, Dominique Trinquant, sur ce qu'a dit Emmanuel Macron, sur le temps joue en faveur de l'Ukraine. Pourquoi dit-il cela aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, j'entendais tout à l'heure dire que ces armes sont fournies pour empêcher les Russes d'avancer. Non, c'est pour permettre aux Ukrainiens d'avancer. Parce que je rappelle que les Russes, mis à part Bakhmout, qui est quand même un phénomène, n'avancent plus depuis le printemps dernier. Donc ça fait 1 an que les Russes piétinent, il faut le rappeler. Ils ont perdu, dans l'engagement initial, dans les 6 premiers mois, beaucoup de leurs troupes d'élite. Donc il est vrai que l'armée russe est affaiblie. Ça ne veut pas dire qu'elle s'écroule, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas appris à faire la guerre, ça veut dire qu'elle est affaiblie. J'aime beaucoup la plaisanterie ukrainienne qui consistait à dire « on croyait que l'armée russe était la 2e au monde, on a découvert qu'elle était la 2e en Ukraine, et après l'affaire de Prigojine, on a découvert qu'elle était la 2e en Russie ».
si vous voulez, elle est très affaiblie. Politiquement, le président Poutine, qui essaye de s'en tirer... Mais ils n'ont pas encore perdu la guerre, Non, mais général Trinquant. bien sûr, Alors, mais ils n'ont pas perdu la guerre, mais ils n'ont pas gagné. Je rappelle que la guerre devait se passer en 3 jours. Ils devaient occuper Kiev, changer le gouvernement et en faire un vassal, un vrai vassal. Et ils ont raté. Donc moi, je considère qu'à partir du moment où ils ont raté de leurs objectifs, ils ont perdu la guerre. Mais ils doivent la perdre complètement, c'est-à-dire réintégrer la frontière russe et non pas les frontières de l'Ukraine. et là, vous avez parlé des échéances sur le terrain. On va écouter justement Joe Biden, un extrait de ce discours qu'on vient d'entendre à Vilnius, à l'université de Vilnius, le président américain. Quand Vladimir Poutine, animé par son désir de nouveaux territoires et de pouvoir, a déclenché sa guerre brutale en Ukraine, il a pensé que l'OTAN se diviserait et se disloquerait. Il a pensé que notre unité se briserait au premier obstacle et que les leaders démocratiques seraient faibles. Mais il s'est trompé. Je vais le redire, nous ne faiblirons pas. Christian Haney, votre réaction justement à ce discours, nous ne faiblirons pas, nous sommes unis dans l'OTAN face à la Russie. Oui, c'est un point correct du président Joe Biden. Et en plus, ça montre le succès de cette administration en Europe, dans l'OTAN aussi, parce que on a vu pendant l'administration Trump cette évolution, si vous voulez, de l'OTAN, de nos alliances à travers l'Atlantique. Et on voit maintenant le président Biden qui montre l'unité non seulement entre les pays européens, les pays membres de l'OTAN, mais de toutes les démocraties de l'Occident. Et je crois que vraiment, je ne suis pas analyste militaire, je ne suis pas expert en stratégie militaire, mais c'est plus ou moins clair que Vladimir Poutine, il y a 2 ans, il y a même 1 an, croyait que l'Occident, que les démocraties étaient faibles. Et là, il voit clairement que les démocraties de l'Occident sont encore aussi unies que jamais. Renaud Girard, donc ça veut dire que l'OTAN n'a jamais été plus puissant qu'aujourd'hui. L'OTAN n'a jamais été plus puissant. Comme le disait très bien, le rappelait le général Trinquant, Emmanuel Macron, après différents épisodes malheureux pour l'OTAN, notamment en Syrie, avait dit que l'OTAN était en mort cérébrale. Et même aussi des événements malheureux pour nous, puisque nos alliés de l'OTAN nous avaient trahis sur les sous-marins australiens, etc. Mais là, évidemment, l'OTAN est ressuscitée, elle a une utilisation immédiate, elle est demandée par tout le monde, c'est-à-dire qu'une organisation internationale, sa force, c'est d'être aimée. Et là, elle est aimée par tous les États membres, il y en a 2 de plus, là, la Suède et la Finlande, et elle n'a jamais été aussi unie sous son chef initial, depuis 1949, qui est l'Amérique, et avec une garantie très ferme. C'est-à-dire qu'en fait, les Ukrainiens, maintenant, peuvent vraiment, je pense, dormir tranquilles. Alors, ensuite, est-ce que les Américains, à un moment donné, voudront faire la paix? C'est-à-dire qu'au sein de l'OTAN, vous avez en fait 2 groupes. Les scénarios. Oui, les scénarios. Vous avez 2 groupes. Vous avez la France et les pays latins, grosso modo. Ils veulent le respect des traités internationaux, que donc les Russes quittent le territoire ukrainien. Mais ensuite, ils ne veulent pas la décomposition de la Russie. Or, Boudanov, qui est le chef des renseignements militaires ukrainiens, a dit qu'il y avait une 3e phase. Il fallait essayer d'obtenir la décomposition de la Russie pour qu'elle soit plus jamais puissante, si vous voulez. Et ça, c'est une théorie qui peut être partagée par une partie de l'establishment en Hollande, en Angleterre, en Suède, dans les pays baltes, en Pologne, dans tous les pays qui ont eu à souffrir pour des raisons historiques plus ou moins anciennes de la Russie. En revanche, les pays latins, si vous voulez, la France, l'Espagne, l'Italie, ils disent une Russie comme autrefois, ça nous va très bien. L'Allemagne était très pro-russe depuis la politique, de l'Ostpolitik de Willy Brandt dans les années 70, mais maintenant, elle a, semble-t-il, changé, je ne sais pas ce qu'en pense le général, mais à 180 degrés, pour vouloir, avec les Américains, vouloir affaiblir la Russie. Mais je ne dis pas tous les Américains, c'est là qui est intéressant, parce que les Américains sont divisés. Les Américains, ils ne veulent pas de chaos en Russie, et donc,
eux, tous les Américains ne sont pas sur cette ligne stratégique de vouloir trop affaiblir la Russie, c'est-à-dire la décomposer en 5 États. Je pense que les Américains veulent quand même une Russie qui puisse maîtriser ses armes nucléaires et ne pas être chaotique pour ensuite, et pacifiée, pour ensuite s'occuper sérieusement de leur vrai rival à eux aux États-Unis, qui est bien sûr la Chine. Gérald Trinquant, pour rebondir justement. Alors ça voudrait dire qu'il y a 2 lignes, celle de Mark Milley, on dirait plutôt, qui est en fait une sorte de retour à l'équilibre. C'est ça en fait l'objectif de cette guerre. Et puis celle plutôt de Brzezinski qui serait d'aller beaucoup plus loin. C'est ça ce que vous décriviez. Oui, c'était Renaud Girard, c'est-à-dire d'affaiblir littéralement voilà. la Russie. Est-ce que ce sont effectivement les 2 lignes américaines? Eh oui, mais qui correspondent à l'histoire de ces pays. Je veux dire, l'Europe de l'Est a été occupée par l'Union soviétique, il faut le rappeler. Elle a une histoire de siècles d'antagonisme avec la Russie. Et donc, ils disent, la Russie, que ce soit là ou avant avec les tsars, etc., de toute façon, c'est l'ours russe. Donc l'ours russe, il faut l'affaiblir tellement, et pour l'affaiblir, eh ben, il faut faire éclater la Fédération de Russie, puisque je rappelle que la Fédération de Russie sont plusieurs États qui aujourd'hui n'ont pas vraiment de rôle. Alors que effectivement, nous, et ça s'est bien vu au moment de l'affaire de Prigojine, tout le monde avait peur en disant « Oh là là, si la stabilité n'est plus là en Russie, qu'est-ce qui va se passer avec les armes nucléaires ?» C'était ça le point clé. Mais c'est globalement, oui, les autres Occidentaux disent « La Russie, eh bien, elle doit rester stable » pour être un interlocuteur, essentiellement parce qu'elle a des armes nucléaires, mais aussi parce que l'éclatement de la Fédération de Russie, on ne sait pas très bien ce que ça pourrait devenir. Donc il y a ces 2 tendances, effectivement, en Europe. Alors aux États-Unis, c'est encore plus compliqué, parce qu'aux États-Unis, il y a beaucoup d'Américains. Trump, en gros, il n'en a rien à faire de l'Ukraine et de la Russie. Tout ça, ça ne l'intéresse pas. Et donc, je vais vous faire un deal en 24 heures. Vous allez voir, comme je sais faire pour acheter un immeuble. Il oublie que généralement, il est en déficit après, mais ça, c'est pas très grave. Donc, si vous voulez, aux États-Unis, ce point n'est pas aussi... C'est pour ça que je reviens toujours aux Européens et à l'Europe. Parce qu'elle, elle ne peut pas reculer. Parce qu'elle, c'est là. C'est là. Alors que les Américains, effectivement, c'est la Chine. Et nous, nous n'avons pas le même, si vous voulez, ressenti avec les Russes que les Polonais, parce que les Russes, en fait, nous ont sauvés en septembre 1914, ont sauvé Paris. Et nous... Il y a une question géographique aussi. Oui, et nous, Français, ça se comprenait, c'était dans le discours de Macron. Nous, Français, nous ne voulons pas du tout que la Russie se jette dans les bras des Chinois aussi. Et nous y pensons à ça. Christian Hanley, justement, sur ces divisions qu'on vient de décrire, est-ce qu'il y a 2, voire 3 tendances aux États-Unis? Oui, 2, je dirais 2, pas 3. Mais c'est vrai que dans ce pays, maintenant, les divisions politiques sont profondes. On n'a jamais vu de telle division depuis probablement les années 30 ici. Et donc, même pour les questions de la politique étrangère, les grandes questions comme notre position envers la Russie, il n'y a pas beaucoup de consensus. Il y a toujours cette division. Et comme je viens de dire tout à l'heure, malheureusement, c'est toujours une division partisane. Donc, il y a beaucoup de républicains qui suivent, des électeurs et des républicains élus ici à Washington qui suivent la position de Trump vis-à-vis de la Russie. Et quant aux autres Américains, il y a toujours ce désir de voir une Russie plus affaiblie, quels que soient les détails. Mais c'est vrai que pour beaucoup d'Américains, c'est une question très loin d'ici. C'est quelque chose de théorique presque. Tandis que pour l'Europe, c'est vraiment là, juste à côté de l'Union européenne et des pays membres de l'OTAN. Alors justement, si on revient au rapport de force au sein de l'OTAN, Renaud Girard, on voit bien effectivement que Biden est un peu maître à bord, il faut le dire, pendant ces 2 jours. Il y a une espèce d'union derrière le président américain. C'est donc une alliance dominée par les Américains. S'il y a un changement de majorité l'année prochaine, qu'on se retrouve avec Donald Trump, je veux dire, il y a une fragilité déjà inhérente à cette alliance, puisqu'elle est liée à la démocratie américaine. Oui, mais là, elle a fait quand même preuve de sa force. Autant elle n'avait pas vraiment réussi au Kosovo, parce que Kosovo devait être un État multiethnique et pacifié. Il n'est pas multiethnique, puisque tous les Serbes... Mais si Trump gagne l'année prochaine... Voilà, ils n'ont pas réussi en Afghanistan. Mais non, parce qu'il y a un établissement
il y a un établissement militaro-industriel congressiste du Congrès, enfin, je ne sais pas comment on dit, Qui aux résisterait. États-Unis, qui reste très puissant. C'est le président n'a pas tous les pouvoirs aux États-Unis. Il y a des contre-pouvoirs, et je pense que non, il y a une politique américaine. Cette politique américaine, il y a ce succès indéniable de l'OTAN. Vous savez. Mais enfin, il n'avait pas du tout la même mais relation avec ses alliés si européens. Si Trump bat Biden, cette position assez favorable qu'il a aujourd'hui, Biden, d'une Europe vassalisée, avec une Europe qui suit les préceptes qu'avait donnés Trump, c'est-à-dire que vous avez vu les pays de l'Est augmenter considérablement leurs dépenses militaires, comme leur avait demandé Trump. Donc je ne pense pas, en fait, qu'il y aura de tels changements, si vous voulez, dans la politique américaine. Là où il y a une erreur, et vous l'avez dit et qu'il faut le rappeler, c'est que, en fait, Vladimir Poutine a commis une erreur stratégique, c'est qu'il a sous-estimé justement la force de cette OTAN. Et quand est-ce qu'il a commencé à la sous-estimer? C'était quand Obama a reculé sur les lignes rouges à l'égard de la Russie, vous vous souvenez? Oui. Et à partir de ce moment-là, il s'est mis à attaquer de manière cybernétique les Américains, etc. Et là, il a eu le retour. Il pensait qu'Obama des était Américains. faible. Hein, Et oui, les Américains étaient faibles. Les Américains ont réagi d'une manière cybernétique puisqu'ils ont en fait pénétré tous les ordinateurs des services russes, y compris de l'état-major russe, et ils ont réagi diplomatiquement et militairement en ayant ce succès en Ukraine. Général Trinquant, pour parler de l'avenir tout de même, s'il y a un changement de majorité aux États-Unis, ça fragilise tout de même cette alliance. Parce que certes, Renaud Girardi, il y a une administration américaine, mais on se souvient que Trump n'avait pas du tout la même relation avec les alliés à l'époque, les alliés européens. Donc est-ce que c'est pas ça la faiblesse de l'OTAN, et comment l'Europe peut-elle justement exister au sein de cette alliance de manière plus puissante, cette fameuse autonomie stratégique européenne défendue par Emmanuel Macron? C'est une utopie? Je pense que tous les efforts qui sont faits dans le cadre de cette crise au sein de l'OTAN bénéficient à l'Union européenne. Renaud Girard vient de le dire, l'armement des pays européens, la France avait démarré il y a 6 ans. Les autres pays ont commencé il y a 2 ans. Et aujourd'hui, tous les pays ne parlent plus de 2% comme le plafond, mais comme le plancher. Donc, si vous voulez, tous ces efforts constituent un effort de défense européen. D'ailleurs, c'est très intéressant de voir qu'il y a un certain nombre de sujets qui étaient utilisés dans le cadre de l'autonomie stratégique de l'Europe, qui sont récupérés par l'OTAN. Parce que l'OTAN avait oublié un peu qu'il fallait faire la guerre en Europe. Alors, les Européens y pensaient. Et donc, tout ceci le consolide. Mais ça ne veut pas dire que les Européens, en particulier ceux de l'Est, ne veulent pas du parapluie américain. Et là, effectivement, vous avez la fragilité sur qu'est-ce qui se passe demain si Trump, etc., etc. On a toujours, si vous voulez, autour des années, on a toujours cette valse tous les 4 ans qui rend les jauges instables. Mais je répète, je considère aujourd'hui que les efforts dans le domaine de la défense faits dans le cadre de l'OTAN sont bénéfiques pour l'autonomie stratégique de l'Union européenne. Ce qui est très important pour les pays de l'Est, je vais vous dire ce qui est très important pour eux. C'est d'avoir l'Europe centrale et orientale, les Polonais, les Baltes. Ceux qui se sentent les plus menacés, ce sont les Baltes d'abord, et ensuite les Polonais. Eh bien, ce qui est très important pour eux, c'est qu'il y ait des soldats américains stationnés. Même ils peuvent être dans l'intendance. Mais c'était déjà le cas, Renaud Girard. Non, il n'y en avait pas dans les pays baltes. Avant les histoires de la Crimée de 2014, il n'y avait pas de soldats américains dans les pays baltes, si vous voulez. Et donc, là, d'avoir des soldats américains, c'est-à-dire que s'il y a une attaque, et donc s'ils ont des soldats américains qui peuvent être tués dans cette attaque, eh bien, ils sont sûrs que ça va activer encore mieux ce qu'on appelle l'article 6.5 de la charte de l'OTAN, où ça oblige tous les autres pays à entrer en guerre. Christian Hanley, un mot peut-être aussi sur la Chine. Il en a parlé, Joe Biden, lors de ce sommet. Manifestement, et le général Trinquant le disait, il y a la Russie, mais il y a la Chine. La Chine qui est vraiment l'adversaire des États-Unis. Comment le perçoit-on justement à Washington, cette différence entre la Russie et la Chine? Est-ce qu'il n'y a pas un moment où l'OTAN doit justement être une alliance contre la Chine? C'est ce qu'avait l'air de dire Joe Biden, et non pas seulement contre la Russie. Et là, les Européens pourraient être entraînés dans un conflit en Indo-Pacifique. Eh bien, c'est probable. Comme je viens de dire, je ne suis pas expert en stratégie militaire, mais c'est vrai que pour l'instant, c'est la Russie. La Russie, c'est le grand menace en Europe.
mais pour les États-Unis, à un niveau mondial, si vous voulez, c'est vrai que c'est la Chine qui est le vrai menace dans les années à venir. Et donc, je crois que ce que vient de dire le président, c'est que c'est pas peut-être cette année ou l'année prochaine, mais il faut penser à l'avenir, un avenir dans lequel on aura une Chine qui continue à grandir au niveau militaire, au niveau économique. Et donc, on aura encore une fois un monde bipolaire dans lequel on aura d'un côté Washington et de l'autre Pékin. Et dans ce cas-là, on aura encore une fois ce conflit politique, militaire, peut-être, j'espère que non, mais peut-être entre les États, les démocraties et l'Est. Et donc, c'est probable, mais pour l'instant, c'est vrai que c'est la Russie, c'est le grand menace pour l'instant. D'accord. Et la Chine, alors justement, on voit les images, hein, c'est Joe Biden, ce sont des images en direct. Il s'apprête à prendre son avion pour aller à Helsinki. Helsinki, parce que justement, la Finlande est le dernier État à avoir rejoint l'OTAN. Général Trinquant, un mot quand même sur cette Chine. Si les Européens sont aussi dépendants de cette alliance otanienne et que l'Amérique décide que la Chine est un plus grand adversaire que la Russie, est-ce que ça veut dire que les Européens pourraient être entraînés dans un conflit en Indo-Pacifique? Alors, c'est une opposition ferme de la France qui avait été exprimée sur un phénomène qui peut paraître pas important, l'établissement d'un bureau de liaison de l'OTAN au Japon. Le président Macron a dit fermement non. Je rappelle que OTAN, c'est Atlantique Nord. Et Atlantique Nord, c'est pas en Asie. C'est aussi simple que ça. Donc là-dessus, ils sont divisés. Parce mais fait, alors, Joe Biden... c'est pour ça que, pardonnez-moi de m'opposer un peu, la vassalisation, elle est relative. Hein, quand on dit non aux Américains, on n'est pas vraiment un vassal. Donc, heureusement que la France est le seul pays dans l'Europe qui ose dire un peu non. C'est la tradition gaulienne. En fait. Parce que cette opposition à la position américaine, c'est que finalement, il y a un problème avec la Chine, mais vous n'empêcherez pas la Chine de grandir. L'attaque de Taïwan, personne n'y croit. Les Chinois, les premiers, n'y croient pas. Donc, il y a une pression sur Taïwan. Les Taïwanais le savent. Ils doivent gérer ça. Moi, j'ai rencontré les Taïwanais, j'ai discuté avec eux. Ils disent, on va gérer le sujet. Il ne faut surtout pas devenir un outil d'une action armée américaine contre la Chine, parce que c'est ça. On va régler le problème différemment. Et les Européens savent qu'il y a une compétition avec la Chine, mais ne l'abordent pas de la façon dont les Américains l'abordent. Et la première grande erreur américaine, ça a été justement AUKUS, c'est-à-dire de faire un outil militaire tout de suite, de créer un outil militaire. Je rappelle simplement que les échanges commerciaux avec la Chine et les États-Unis, c'est 800 milliards. Donc ils commencent par moins dépendre de la Chine commercialement, et ça sera déjà pas mal. Oui. Parole d'Européen. Ce qui était très intéressant, c'est que Joe Biden a fait ce grand discours. C'est un discours de chef de l'Occident sur tous les domaines, y compris le climat, etc. Ce qu'il n'a pas rappelé quand même diplomatiquement, c'est qu'il avait fait une loi chez lui qui s'appelle l'Inflation Reduction Act, qui est une loi où il détruit lui-même 75 ans de libre-échange, de politique qu'ils avaient initiée. Ça s'appelait le GATT, c'était généré aux États-Unis. Ensuite, ça s'appelle l'OMC. Ils ont détruit ça. Et donc, c'est une loi extrêmement protectionniste qui attaque directement les intérêts européens. Eh bien, vous avez eu très peu de protestations des Européens, très peu de protestations de Mme Ursula von der Leyen. Ce que disent les Américains, et donc là, sur ce point-là, on a quand même malheureusement une vassalisation des Européens, avec peut-être juste un peu la France de temps en temps qui dit attention. Renaud, sauf si les Européens